Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Rétro-info de la semaine, comme chaque samedi. Alors les sujets d'aujourd'hui, 3 sujets principaux. Les médecins résidents, leur mouvement qui est en train de faire tache d'huile et qui est en train de, j'allais dire, de choquer le régime. Yennayer, décrété donc journée nationale chômée et fériée. Et le coup d'État du 11 janvier 1992, j'allais dire, dont nous fêtons, dont nous commémorons hier, nous avons commémoré hier le 26e anniversaire. Avec moi, pour en parler, Brahim Younsi, ancien cadre du MDA. Bonsoir. Bonsoir. Zoher Ruiz, secrétaire national de Jil Jadid. Bonsoir. Bonsoir. Bedis Khnissa, président cofondateur à Club Émergence. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les titres d'abord. France 24, jour de l'an berbère. Yennayer, décrété jour férié en Algérie, par Mounia Kassem. TSA, grève des médecins résidents. Hasbellaoui annonce une rencontre avec Gaït Saleh, par Hassan Sadoun. Algeria Watch, 26e anniversaire du coup d'État militaire du 11 janvier 1992. Qu'ils s'en aillent tous, par la rédaction. Alors, pourquoi j'ai dit tout à l'heure le mouvement des médecins résidents est en train de choquer le régime? Parce que, en fait, ces revendications, les mêmes, service civil, service militaire et certains autres, ça fait des années qu'ils les demandent de la même manière et qu'ils n'ont jamais obtenu satisfaction. Or, cette fois-ci, le pouvoir se montre très disposé. Le ministre de l'Intérieur vient de commander une enquête sur les brutalités policières, rien que ça. Et le ministre de la Santé, leur tutelle, informe l'opinion publique qu'il a pris rendez-vous avec Gaït Saleh, le chef d'état-major, pour discuter de ces points du service civil et du service militaire. C'est dire, qu'est-ce que vous en pensez? Le pouvoir sent la menace. Il sent la menace. Et Mais il y a un formidable élan de sympathie à l'endroit de ce mouvement, justement. Cela ne m'étonne pas. Oui. Cela ne m'étonne pas. Le médecin est quelqu'un, en plus d'être respectable, c'est celui qui est en contact quotidiennement avec la misère. Et quelle misère! Et quelle misère, oui, mais avec la misère. C'est lui qui soulage. Et cette misère-là. Et dans quelles conditions? Et oui, précisément, dans de très très mauvaises conditions. Et les citoyens savent ce que le médecin leur apporte. À la fois, non pas seulement sur le plan médical, des soins, mais également sur le plan humain, sur le plan psychologique. Parce qu'il a vraiment un contact direct, physique, avec la population. D'autre part, la population sait, bien sûr, les médecins, je ne parle pas spécialement des médecins résidents, c'est les médecins résidents dans des hôpitaux publics et qui sont confrontés à des infrastructures complètement obsolètes, des équipements panne, etc. Une hiérarchie complètement ils voient la misère extérieure et la misère intérieure aux hôpitaux. Ça, c'est d'une extrême gravité. D'autre part, y compris les médecins dits de ville, les médecins indépendants, les médecins libres, les médecins privés, j'en connais quelques-uns. Ces médecins-là payent de leur poche, ne font pas souvent aussi payer des malades, des patients. Et ils donnent de leur poche. On nous a parlé de médecins qui payent de leur poche pour acheter des piles pour peser les bébés. Tout à fait, et même des médicaments. Plus que cela. Plus que cela. Moi, je connais des médecins dans toutes les spécialités qui payent de leur poche pour assister, pour participer à des congrès, à des symposiums, pour acheter du matériel. Et de la documentation. Tout à fait. Et quelquefois, ce matériel-là est bloqué à la douane, alors qu'il ne sert pas les médecins et qu'il n'exagère pas sur les prix. Oui. Parce que ces médecins ont une déontologie. Et globalement, ils la respectent. Les médecins, la plupart de nos médecins, il faut le dire, sont qualifiés.
La preuve, ils sont des milliers à avoir trouvé des emplois à l'étranger. Oui, oui. C'est une véritable hémorragie, d'ailleurs. C'est des médecins qui sont très consciencieux et responsables. Il faut le dire. Et nous avons des échos qui nous parviennent de là-bas, y compris, c'est pas y compris, pourquoi je dis ça. Donc cet élan de solidarité, normal, de sympathie et naturel. est tout à fait... Et il est naturel. Ouais. Bon, maintenant, restent les revendications. Bon, on va voir ce qui est faisable. Et puis, quand ils posent la question d'égalité, de l'égalité avec les autres citoyens, ils ont parfaitement raison. Oui, tout à fait. Il y a une rupture d'égalité. Absolument. Les ils sont les seuls à faire le service civil. Absolument. Badis Renissa ? Écoutez, oui, je rejoins Sebrahim sur son constat. Effectivement, maintenant, moi je pense qu'on est face à un régime fatalement qui est en perte de vitesse, qui est face à ces démons qu'il a tant souhaité éviter par le passé et qu'aujourd'hui pointe leur nez fatalement dans un contexte qui plus est de fragilisation de la société, de l'aspect social, économique, politique, crise latente et autres. Et j'en passe, hein, je passe la présentation, tout le monde le sait. Mais je pense qu'effectivement, les revendications des médecins résidents aujourd'hui sont bien évidemment légitimes. Et d'ailleurs, à juste titre, je me rejoins à mon parti territorial auquel je suis membre du comité central, pour condamner ce type d'agissement, de déviation et de dérive de la part des autorités publiques et des pouvoirs publics notamment. Vous avez bien vu, et d'ailleurs c'est un peu le naturel qui a pris un peu le dessus à travers cette répression excessive, voire même disproportionnée par rapport à des revendications finalement légitimes. L'intérieur qui dit avoir commandé une enquête sur... Ce n'est pas un peu fort de café, ça. C'est l'hôpital qui on voit taper sur les médecins, puis on demande une enquête. Sans jeu de mots, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, Absolument. monsieur Sijamel. Donc non, concrètement, pour faire court, aujourd'hui, ces revendications, ces pseudo-satisfactions de revendications, ou ne serait-ce que l'écoute prétendue des pouvoirs publics pour pouvoir dialoguer, chose qu'ils ne savent pas faire depuis des décennies, ça on le sait très bien. Juste avant eux, il y avait les enseignants, il fut un temps, qui étaient aussi redirigés manu militari par les forces publiques. Donc je pense qu'il y a fatalement un malaise aujourd'hui, plus que jamais. Aujourd'hui, c'est les médecins, et effectivement, il y a une sympathie autour de ces médecins, parce que c'est des gens qui se sacrifient pour le peuple, M. Benchenouf, aujourd'hui, qui travaillent dans des conditions exécrables, et auxquelles, d'ailleurs, ça nous renvoie aujourd'hui sur une prétendue refonte de l'administration, parce que c'est un problème de management, le médical, hein, le système de santé algérien relève du management. Oui, entre autres, mais surtout le management, parce qu'aujourd'hui, la gestion est exécrable et défaillante. Donc aujourd'hui, effectivement, ces médecins résidents notamment ont besoin d'une revalorisation humaine déjà dans un premier temps, parce qu'il faut considérer le capital humain, il faut le mettre à la place qu'il mérite, et notamment les médecins qui ont décidé de rester sur le territoire national, parce que malheureusement aussi on a en face des médecins qui ont choisi, et ça peut se comprendre, de partir ailleurs et de voir un peu un futur meilleur pour eux et pour leurs enfants. Ils sont très nombreux à être partis et à vouloir partir. Je pense que la France aujourd'hui, le système médical français, on a tiré des avantages. Il paraît que c'est la première origine des médecins étrangers c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Avec, les Algériens et les Franco-Algériens seraient absolument la première catégorie de médecins à avoir été importés, si je peux dire, qui servent en France, qu'on accueille comme des fruits mûrs. Ça veut dire qu'on n'a rien de déboursé pour eux, ils sont là, prêts à servir. Et qui servent dans le désert médical français. Dans le désert médical français, dans les urgences. Absolument. Oui. Vous avez tout à l'heure parlé d'écoute ou d'un régime réceptif aux revendications des médecins, ça a été rappelé ici. Ils ont d'abord été tabassés d'une manière scandaleuse. Et on a d'abord sorti le gourdin avant de faire un rétropédalage et de faire semblant d'avoir une écoute des revendications. Les revendications ne sont pas encore satisfaites. Ces revendications sont légitimes, ça a été dit ici, elles portent sur le service civil, d'ailleurs qui n'est pas remis en cause par les médecins résidents. Ils demandent simplement un aménagement, une modernisation de ce dispositif, mais ils ne le remettent pas du tout en cause. C'est le seul corps qui fait le service civil. Et c'est le seul corps qui fait ce service militaire de cette manière, et c'est le seul qui est exclu des mesures de dispense du service militaire. Ce qui est encore plus scandaleux, Badis l'a dit, et Sebrahim aussi, ce qui est complètement illégal, anticonstitutionnel sur le plan du droit et injuste. Donc, et quand bien même ces médecins ne remettent pas du tout en cause, j'insiste, le service civil. C'est-à-dire qu'ils demandent des aménagements. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on veut que ça soit aménagé, qu'on ait des conditions
décente d'exercer notre métier dans le désert médical algérien, là où personne ne veut aller, hein, finalement. Moi, j'ai posé la question à Amira Bouraoui, Oui. qui était avec nous au téléphone. Je lui ai dit, pourquoi en France, il y a des déserts médicaux aussi? Mais généralement, comment l'État a fait, il encourage, c'est une émulation plutôt qu'une contrainte. Réduction d'impôts ou exonération d'impôts, le double du salaire, l'aménagement d'un logement de standing. Mais c'est uniquement cela qu'il demande. Qui le fait. Ce sont les municipalités. Les municipalités. Voilà, exactement. Mais les médecins résidents, c'est ce qu'ils demandent. Ils demandent plutôt, au lieu que ce soit un système répressif de cette manière, que ce soit plutôt sur le mode incitatif. C'est bien cela dont ils ont parlé. Il y a des cas de couples de médecins, vous savez, qui sont mutés à des endroits différents et à des kilomètres. À plusieurs milliers de kilomètres. Oui, c'est des absolument. couples. Donc, et leurs enfants des situations familiales difficiles, des conditions de travail exécrables. Et en plus, quand ils expriment ce type de revendications, ils se font tabasser. Bon, donc là, ça veut dire, ça a été dit, le régime est acculé, tout simplement. Mais s'il cède, est-ce qu'il ne va pas encourager les autres catégories socio-professionnelles à entreprendre le même genre de mouvement? Il va rentrer dans un cercle infernal que nous avions déjà annoncé, c'est-à-dire au lieu d'ouvrir sur le plan des droits, des libertés, etc., il va commencer finalement à sortir le gourdin d'abord. Ensuite, quand ça prend de l'ampleur et surtout à l'approche d'une échéance électorale comme les présidentielles de 2019, et avec les conditions économiques que nous avons déjà évoquées ici, il va petit à petit commencer à vouloir éteindre le feu, ici et là. Votre deuxième sujet en fait partie, hein, de toute façon. Et il va essayer d'éteindre les feux, mais finalement, il va attiser d'autres mouvements. Foyers. Et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de raison. Vous savez, les Algériens patientent avec ce régime. Ils Absolument. ont été plus que patients avec ce régime et ils ont des revendications. Et le moment est peut-être venu de les exprimer tous. Ben, ça va sortir, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Absolument. Les mouvements de contestation, il y en a eu plusieurs centaines, peut-être des milliers, depuis l'arrivée de Bouteflika. Exactement. Donc, et ça va continuer. Je disais tout à l'heure qu'ils étaient responsables, parce qu'ils auraient pu faire grève Oui. et arrêter leur service. Oui, Absolument. absolument. Mais ils ont continué à travailler. Oui. Ils ont assuré un service minimum. D'autant que nous savons que l'affaire qui empoisonne la France aujourd'hui, avec l'affaire Lactalis, que nous sommes touchés, que nos enfants sont touchés, mais ces médecins sont là. Ils sont auprès de ces enfants, de ces bébés qui atteints de salmonelle. Exact. Qui sont contaminés, qui sont intoxiqués. Et il y en a. Le pouvoir ne communique pas, comme toujours, là-dessus. Oui. Mais l'affaire est grave, y compris en Algérie. Non, et leur les médecins attitude, sont à leur poste. De l'avis de tout le monde, leur attitude est admirable. Oui, et cette affaire-là ne date pas de la semaine dernière. Oui. Ça fait des mois que ça dure. Absolument. Des mois de demandes, de négociations. Absolument. C'est ça le problème. J'allais dire des générations de médecins qui en demandent. Et nous allons passer au sujet suivant, Yennaï. Donc ce régime qui a, pendant des décennies, refusé de discuter de ça, au point où Bouteflika lui-même, à Constantine ou Tizi, je ne sais plus, a déclaré que lui vivant, jamais Tamazight ne serait officialisé. Et qui aujourd'hui donc officialise, enfin on sait que ce n'est pas lui, mais du moins, officialise Tamazight, et plus que ça, ils accordent Yennaïr, alors que ça n'a pas vraiment été demandé de façon aussi insistante que pour Tamazight officielle, langue officielle. Comment expliquez-vous cette brusque générosité, cette... Il y a un mot dans l'Évangile pour dire que les hommes ne vivent pas que de pain. Parce que la société demande du pain, on va leur donner le symbolique. Quoique c'est important. Je ne dis pas que les Yennaïr, je ne néglige pas. Les gens se sont battus aussi pour cela. Ça reste de grandes victoires de tous ceux qui ont milité pour les obtenir. Absolument. Oui. Ce n'est pas un cadeau qu'on a fait. Absolument. Simplement, le pouvoir veut, à travers des choses aussi symboliques culturellement, mais importantes pour la personnalité nationale, de donner Yennaïr, alors qu'on sait que les gens vont bouger. Avec la loi de finances, on le voit en Tunisie.
les prix vont augmenter, tous les prix vont augmenter. Donc on essaye de calmer en donnant des choses symboliques. C'est une guerre symbolique qui est en train d'être menée par le pouvoir. Est-ce que par ailleurs, il n'est pas en train d'essayer de semer la zizanie, non pas entre les berbérophones et non-berbérophones, puisque Yennayer, par exemple, est fêté Zoher Ouiskid Belabbas. Moi, j'ai découvert Yennayer, moi qui viens des Aurès, je ne connaissais pas Yennayer. Je l'ai découvert à Sidi Belabbas. Oui, à Sidi Belabbas, effectivement, voilà. Chaque année. Donc ce n'est pas pour semer la zizanie entre berbérophones et non entre berbérophones. Oui. Puisqu'aujourd'hui, par exemple, ce communiqué qu'il vient de pondre en Tamazirt, il y a 4 jours, en lettres latines, a déjà soulevé un grand débat. D'autres disent pourquoi il transcrit en lettres latines et pourquoi pas en caractères arabes. Et ça commence. Est-ce qu'il ne chercherait pas à semer la zizanie au sein des militants de Tamazirt, de la cause Amazigh? Je n'en doute pas. D'accord. Je n'en doute pas, je n'en ai jamais douté qu'il allait diviser les uns et les autres, y compris sur les dialectes. Parce qu'on veut construire... Les variétés de différentes Tamazight. Il y a beaucoup j'ai entendu beaucoup qui rejettent une langue commune, une langue standard pour l'ensemble des Amazirs. Ils la rejettent. Chacun a son parler local et chacun tient à son parler local. Parce qu'effectivement, quand on voit les choses comme Mais est-ce que nous ne pourrions pas aller avec de la volonté, du débat, de la discussion, de la démocratie, vers un Tamazirt commun à toutes les communautés? Est-ce que c'est demander l'impossible? Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible. Mais c'est un travail de longue haleine. C'est un travail d'expert. On n'officialise pas comme ça du jour au lendemain. On ne se décrète pas, c'est clair. Absolument. Ça nous renvoie sur cette question fatidique qui est de dire aujourd'hui ce régime finalement a une espèce de manque de volonté politique sur ce chapitre-là. Je m'explique. Effectivement, peut-être Yennayer aujourd'hui décréter un jour férié est une avancée relative, je dis bien relative, mais qui reste quand même une goutte d'eau par rapport, même s'il n'y a pas eu de revendication, j'entends ce que vous dites par rapport à cela, mais qui vient à un point nommé, bien évidemment, avec un contexte d'échéance électorale, de répondre à des faveurs. Surtout social. Donc il y a un peu tout. Effectivement, ce régime, quand il répond à des attentes, c'est qu'il y a des calculs sibyllins derrière. Maintenant, pour revenir à cette fameuse question, qui est de dire, est-ce que finalement ce pouvoir, ce régime en place, faut-il pas qu'il prenne ses responsabilités à partir du moment où il a consacré, à travers l'article 4 de la Constitution, notamment d'ailleurs révisé en 2016, l'officialisation du Tamazirt. Il faut aller dans cette optique-là, il faut aller au bout de la réflexion, donc par une feuille de route, un plan d'action assumé, responsable. Mais est-ce que c'est à lui de le faire ou est-ce qu'il doit confier cette tâche, cet objectif à la société elle-même qui doit se prendre en charge? Absolument, j'y viens. C'est là où je veux en venir, effectivement, parce que il faut qu'il y ait un résultat consensuel, qu'on se le dise. Absolument. Pour cela, il n'y a rien de sorcier. Il a besoin, effectivement, de le faire en toute transparence, la plus totale possible. Convoquer des assises. Absolument. Remettre le flambeau aux concernés. La consultation la plus large possible, effectivement, où on dévie vers peut-être aussi les autres Tamazighs, les autres berbères, parce qu'aujourd'hui aussi, ils peuvent revendiquer aussi d'avoir des communiqués de l'État dans leur langue. Donc vous voyez, il y a tout un travail en amont à faire en profondeur, mais c'est là où le bas blesse aujourd'hui. Ce régime n'a pas cette volonté politique. Et s'il le fait, il le fait d'une manière un peu disparate, un Yennayer par-ci, quelque chose par-là, pour les Mzab aussi, mais c'est pas ça, en fait, une volonté politique. C'est pas ça la responsabilité des pouvoirs. Même ça risquerait de faire dégénérer les choses. Et c'est là où j'y viens de monter aussi. Les uns contre les autres. Absolument. Autre point. Maintenant, parlons-en. Et d'ailleurs, à juste titre, j'aimerais juste souligner la maturité des manifestants, que ce soit les médecins résidents aujourd'hui, les étudiants et les lycéens, précédemment avec les revendications de Tamazirt, leur maturité, où ils ont su consolider, sacraliser et protéger leurs revendications et se sont protégés de toute atteinte ou tentative d'instrumentalisation. Et c'est là où je veux en venir, M. Benchenouf. Oui. C'est qu'on a deux fléaux en face de nous qui peuvent être l'un ou l'autre ou complémentaires. Nous avons effectivement des officines
ou des activistes qui peuvent effectivement instrumentaliser ces défaillances du régime bien évidemment, parce qu'il est le premier responsable, et donc pour instrumentaliser ces revendications et porter atteinte ou attenter, si vous voulez, à l'unité du peuple dans toute sa composante la plus large et pouvoir faire cette éventuelle déstabilisation, qu'elle soit sociale, revendicative, de façade ou autre. Et vous avez également l'autre aspect, qui peut être aussi en complémentarité, qui est de dire que nous sommes perpétuellement dans cette politique de diversion, cette politique de déni, d'illusionnisme, dans laquelle le régime, dans ce contexte bien précis, voudrait essayer de faire diversion et d'essayer d'attirer l'attention vers d'autres problématiques qui peuvent d'ailleurs, à juste titre, être très, très catastrophiques à la société civile et à la société, l'État algérien dans sa globalité. Alors, avant de donner la parole à Zoher Rouis, nous informons nos aimables téléspectateurs que nous changeons de fréquence demain. Nous allons vous passer une petite annonce. Merci de prendre un stylo, de quoi noter. Nous informons l'ensemble de nos téléspectateurs du changement de fréquence pour la chaîne El Magharibiya, distribuée sur Nelsat à compter de janvier. Les fréquences anciennes restent encore en vigueur jusqu'à la moitié du mois de janvier 2018. Nouvelle fréquence H 11258, 6 sur 5, 27 500. Zoher Rouis. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que sur le fait d'avoir décrété, un peu comme ferait un prince ou un roi, comme ça subitement, décréter Yanayel comme jour férié, c'est par calcul, ça a été dit ici, hein, tout simplement. Pour quelle raison? Parce qu'on ne peut pas penser une seule seconde que Bouteflika et ce régime s'est subitement souvenu qu'il fallait faire dans la consolidation de l'unité nationale, qu'il fallait faire dans la reconnaissance de l'identité algérienne, qu'il fallait faire dans la sérénité de cette société algérienne et qu'il fallait finalement reconnaître ce que cette société revendique depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et puis par ailleurs, comme c'est toujours le même régime qui est là depuis l'indépendance et que c'est toujours le même régime avec son personnel politique qui a non seulement refusé toute revendication de reconnaissance des composantes de l'identité algérienne, et que, en plus de cela, c'est le même régime qui a tout fait pour contrecarrer cela. Hein. Je rappelle que des militants de la cause ont été mis en prison, tués, la torture et un certain nombre de choses. Berbère. Absolument. Donc c'est quand même toujours le même régime. Donc bon, voilà, je pense que très rapidement, on peut se dire que ce n'est pas par conversion subite aux valeurs de l'état de droit, etc. Donc c'est par calcul. Néanmoins, ce qu'il faut aussi retenir, que ce soit pour cette revendication ou pour d'autres revendications, c'est que finalement, les mouvements qui se mettent en marche dans la société pour ce type de revendication ou d'autres finissent par aboutir, quel que soit le régime despotique qui leur fait face. Et que finalement, seule la mobilisation, l'implication, l'engagement civique peut avoir valeur de résultat. Et là, et c'est pour ça que je me félicite néanmoins qu'on soit arrivé à cette solution. Oui, mais le problème, personnellement, c'est mon avis personnel, je me trompe peut-être. Est-ce que ce n'est pas avoir mis la charrue avant les bœufs que de décréter de l'officialisation de Tamazight sans avoir mis ce qu'il fallait pour... Ça veut dire, aujourd'hui, dans la réalité, elle ne peut pas être officielle, puisqu'elle n'est pas uniformisée, elle n'est pas dotée d'une académie ou d'une institution quelconque qui puisse l'enrichir, la promouvoir, la faire passer de son stade de langue vernaculaire à un stade de langue véhiculaire. Et donc, est-ce que ce n'est pas ouvrir toutes les portes à toutes les aventures possibles, de mettre les communautés berbères les unes contre les autres? Il est possible que ça soit un des enjeux de ce régime. Néanmoins, et d'ailleurs, ça ne sera pas le seul sujet que le régime laissera
on va dire, sans prise en charge. Ce n'est pas le seul. Il va appartenir à la société algérienne de prendre en charge ce sujet-là comme d'autres. Et je suis tout à fait d'accord, ça a été dit tout à l'heure, et je l'ai dit, ce régime-là n'était pas qualifié pour le faire. Ça a été fait, on va faire avec. Néanmoins, si on était dans un État normal, dans une société, avec un régime politique démocratique, on ne l'aurait pas fait comme ça, évidemment. Ça serait sorti des entrailles du peuple, c'est-à-dire dans les institutions représentatives. On aurait mis en place une commission, on aurait étudié tous les impacts et tous les risques. Qu'est-ce qui serait utile de faire maintenant? Convoquer des assises, remettre la question, le dossier à une institution? Oui, mais ça ne peut pas être une institution nouvelle de plus créée par ce régime, parce qu'on sait absolument comment il les compose et avec quel objectif. C'est comme le HCA. Ou comme la surveillance des élections ou autre. Il ne peut pas, de toute façon, il est disqualifié pour faire en sorte que tous les éléments soient mis sur la table, étudiés, avec tout ce que cela induit comme disposition à prendre, que ce soit, oui ou non, unifier l'écriture, oui ou non, enseigner, par exemple, les coutumes locales dans chaque région, un certain nombre de choses. Et donc, il n'est pas qualifié pour le faire. Il va nous laisser ça sur les bras. Politiquement, il y a une longue histoire. L'histoire politique de l'Algérie commence à devenir longue. Et nous connaissons les us et les coutumes de ce pouvoir. Et à chaque fois qu'il a ouvert un dossier, c'est pour le fermer. C'est comme l'affaire des commissions. Quand on désigne une commission, c'est pour enterrer le dossier. À chaque fois, absolument. À chaque fois qu'on a ouvert un dossier, c'est pour une question quelconque, c'est pour la fermer, pour la monopoliser, pour la verrouiller. Et nous sommes dans la démarche du verrouillage. Vous avez parlé de l'État, pourquoi ne confie-t-il pas ce dossier à la société? Il ne peut pas le faire, et il ne le fera pas. Parce que ce n'est pas, cela a été dit. Ce n'est pas dans son ADN. Voilà, absolument, ce n'est pas son ADN, parce qu'il n'est pas démocratique. Logiquement, ce n'est pas à la société de s'en occuper, c'est aux institutions. Mais il n'y a pas d'institution qui soit représentative. Non, mais justement, mais si, voilà, on est en train de dire, si le régime était démocratique, il mettrait en place une consultation, mais il n'a pas il n'a pas ça dans son ADN, dans ses gènes. La preuve, ce communiqué qu'il a pondu en caractère latin. Oui, mais ça c'est... Moi, personnellement, je considère que c'est au peuple algérien de décider s'il doit retranscrire en caractère... Oui, mais pourquoi le pouvoir l'a fait? Il l'a fait de cette manière. Justement, il l'a fait de cette manière, c'est certainement pour donner un coup de pied dans la fourmilière. Parce qu'il y a une région qui revendique l'écriture latine, il faut le dire. Oui, nous savons que vers l'Est, on est plutôt le caractère arabe. Et dans le Sud, c'est le tipinar, mais dans le centre... Benimzab, ça fait longtemps qu'il transcrive en arabe, par exemple. Mais dans le centre, nous savons qu'il préfère l'alphabet latin, ou appelé latin. Voilà. Oui. Donc, c'est pour diviser, pour dire, voilà, il y a une région... On n'est pas sorti de l'auberge. Non, nous ne sommes pas encore... Un dernier mot avant de passer. Très rapidement, moi, je pense, pour conclure, oui, effectivement, aujourd'hui, il y a des tenants à tout cela. Il faut revenir peut-être aussi aux raisons fondamentales et prépondérantes aujourd'hui qui ont légitimé où on est arrivé aujourd'hui, notamment ce que récolte le régime Comfrey et notamment ses décisions unilatérales par le passé. Oui, effectivement, aujourd'hui, vous avez un régime qui essaie tant bien que mal de répondre à des revendications, notamment kabyles. Mais à mon sens, j'estime aujourd'hui que ce régime, finalement, est, comme je disais tout à l'heure, en perte de vitesse, mais surtout qui essaye de jeter de l'huile sur le feu, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, par cette décision unilatérale pour une communauté au détriment des autres. Donc, on peut s'attendre par causalité mécanique qu'il y a d'autres revendications des autres communautés, et on rentrera dans une spirale et dans justement un cercle infernal. Mais je pense aussi, c'est exactement le but recherché aujourd'hui, mais il faut dire ce qu'il en est. Aujourd'hui, on est face à un régime, disons, incompétent, qui n'a pas dans son ADN... Incompétent ou mal intentionné. Aussi.
Nous allons, avant, un dernier mot. Oui, un dernier mot, c'est sur la question de l'officialisation, puisque vous en avez parlé. Pourquoi a-t-il officialisé maintenant alors que Oui. c'est vrai qu'il ne peut pas répondre. L'administration, l'État ne peut pas répondre à cette officialisation, parce que c'est des milliards qu'il faut dépenser. Bien sûr. C'est des milliards qu'il faut dépenser dans Et l'administration. quelle dynamique, Oui, et d'une part, quels efforts. parce que tout simplement, ce régime considère la Constitution comme un chiffon de papier. Qu'il le Il change lui a comme marché il dessus. veut, Bon, 1000 fois. c'est un chiffon de papier. Ce n'est pas une loi fondamentale pour lui. Juste dernier mot. Et tant que nous avons, encore une fois, ce constat de dire qu'on a des forces extra-constitutionnelles, obscures, occultes, qui, chacune dans sa tour d'ivoire, essaie de régir et de gérer le pays, on aura toujours justement des décisions à l'emporte-pièce qui donneront des résultats catastrophiques. Avant de passer au troisième sujet, nous allons vous repasser l'annonce sur le changement de fréquence. Nous informons l'ensemble de nos téléspectateurs du changement de fréquence pour la chaîne El Magharibiya, distribuée sur Nelsat à compter de janvier. Les fréquences anciennes restent encore en vigueur jusqu'à la moitié du mois de janvier 2018. Nouvelle fréquence H 11258, 6 sur 5, 27 500. Donc, 26e anniversaire du coup d'État du 11 janvier 1992. J'aimerais signaler quelque chose, avant de commencer à en discuter, de très, très, très important, à mon avis, du moins, et qui est complètement passé inaperçu. Personne quasiment n'en a parlé. C'est que cet événement, qu'on le veuille ou non, quelle que soit sa position, son attitude, sa vision des choses, cet événement est l'un des plus tragiques qui connut l'histoire d'Algérie, l'histoire post-indépendance, puisqu'il a causé, de la vie même du chef de l'État, au moins 200 000 morts, sans compter les autres cortèges de malheurs qui l'ont accompagné. Or, très curieusement, la presse algérienne, dans son entièreté, pas un seul mot, pas une seule ligne, rien. C'est plus que de l'autocensure, c'est plus que... personne n'a rien compris. Est-ce qu'ils ont reçu l'instruction de ne pas en parler? Est-ce que d'un commun accord... Ça veut dire qu'on n'en arrive pas à s'expliquer comment on peut être tous d'accord dans toutes nos différences pour ne pas parler d'un tel événement. Zoher Rouez. Probablement que c'est encore relativement récent. Il y a déjà le calendrier qui fait qu'effectivement, je pense qu'il n'y a pas encore suffisamment de recul pour porter un certain nombre de conclusions sur la série d'événements qui ont fait que nous sommes arrivés à ce fameux 11 janvier 92. Par ailleurs, si la presse n'en parle pas, c'est qu'il y a une chape de plomb. Encore une chape de plomb après la charte nationale sur la réconciliation. Il y a une chape de plomb sur toute expression libre en Algérie, sur toute expression libre, quelle qu'elle soit, sur ce sujet comme sur d'autres. Et il y a une forme d'autocensure quand il n'y a pas connivence, tout simplement. Il y a une forme d'autocensure qui est pratiquée par un certain nombre d'organes parce qu'ils sont aussi dans des situations plus que compliquées, économiquement parlant. Économiquement parlant, je pense qu'il y a aussi des événements récents. Je pense que vous vous souvenez aussi de la descente qu'a subi un organe de presse pour le vider des nouveaux locaux qu'il... Atlas TV. Absolument. Donc, et il y a eu ça, et puis il y a eu d'autres El Watan TV aussi. El Watan. Il y a eu d'autres patrons de presse qui ont été mis dans des mesures de garde à vue, par exemple. Donc tout cela nous ramène à ce parenthèse, et je vous laisse poursuivre. Un patron de presse que je connais très bien, que j'ai appelé pour l'inviter à une émission, je ne le citerai pas bien sûr, il m'a dit ceci. Il m'a dit, Jamaldine, si je viens dans ton émission, déjà maintenant, la publicité, ça me permet juste un peu de respirer et de payer les salariés. Si je viens dans ton émission, je peux dire adieu à la pub. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc il y a aussi une forme de prise de responsabilité sur le personnel qu'on a effectivement dans sa propre entreprise.
Tout ça pour dire que je ne leur jette pas la pierre. Il y a des conditions difficiles. Je le vois bien. Je ne parle pas des organes de connivence. Ça, c'est un autre sujet. Je parle des organes qui ont essayé par le passé et qui se sont aussi illustrés par le passé par un temps d'ouverture et de liberté d'expression et qui, je vois bien aujourd'hui, ont des difficultés les plus monstrueuses pour s'exprimer. Maintenant, sur c'est cet monstrueux, événement, c'est tout simplement monstrueux Absolument. de faire rentrer tous les médias du pays dans une chicane, ne pas leur permettre d'en sortir de la moindre petite façon. Donner l'impression, avec un faux temps de liberté très ouverte, alors que dans la réalité, ces médias ne peuvent même pas exprimer les plus grandes tragédies de ce peuple. Oui. C'est terrible. Hein. Avec la question je suis convaincu de cela, avec la question du manque de recul suffisant par rapport à ce type d'événement très, très douloureux néanmoins, parce qu'on peut en parler. C'est une série d'événements qui ont fait qu'on soit arrivé, et puis un contexte sortait de 88, Moi, je crois un contexte assez difficile. Que le problème, je crois pas que c'est... Personnellement, je ne crois pas que ce soit une question de recul par rapport aux événements. Je crois que pour la presse en particulier, pour certains partis politiques, sinon tous, je crois qu'il y a une difficulté à nommer. Une difficulté à nommer ce qui s'est réellement passé, ce qui a été fait. Parce qu'il y a, a posteriori, on sait que ce pourquoi ils se sont engagés, je parle de la presse, sauver la République, sauver le pays, sauver etc., alors que la situation... Une mauvaise conscience généralisée? Je pense que oui, il y a une difficulté de nommer. Parce que beaucoup nous disaient non, ce qui a été fait en 1992, le 11 janvier 1992, et cela c'est une réalité, n'était pas un coup d'État. Mais aujourd'hui, avec le recul du temps, oui, mais on sait ce que c'est. Je crois que... Moi j'ai encore un document qui date de 1994, où la presse a reçu plus que des recommandations, des injonctions, des éléments de langage, etc., etc. C'est-à-dire que la presse a été aussi une division de l'armée, du système, des services, etc. Il faut le dire. Oui, mais c'est pour ça que je dis une division. Ouais. C'est une division dans le sens quasi militaire du terme. C'est ça le problème. Quand on parle de 200 000 morts, c'est vrai, ce n'est devenu qu'un... 200 000 morts, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Mais ce n'est devenu qu'une statistique. C'est une statistique. Un mort, c'est déjà un drame. Absolument. Mais 200 000 morts... On ne parle pas des 30 000 disparus, du million de déplacés, etc. Du million de torturés. Le problème, c'est que cette presse-là, il faut le dire, et beaucoup de partis politiques avec, ont soutenu un état d'urgence, et un état d'urgence qui reprenait quasiment dans les mêmes termes l'état d'urgence que la France avait imposé à l'Algérie en avril 1955. C'est quasiment du mot à mot, parce que de telles situations n'avaient pas été prévues par le régime algérien. Mais il faut dire que c'est un véritable coup d'État, c'est une véritable... Vous avez entendu la déclaration de Marchiani je l'ai entendu, mais moi je l'ai entendu. Moi je crois que je n'ai pas beaucoup confiance moi, des gens des services, quels qu'ils soient. Mais c'est une déclaration publique, du moins. Oui, je suis d'accord. Il était au SDEC et il a dit, j'ai entendu Mitterrand dire de façon sibylle et très claire qu'il ne voulait pas que les islamistes passent, qu'il fallait opérer ce coup d'État. Sincèrement, même dans ce cas-là, au contraire, je devrais me servir de lui. Oui. Même dans ce cas-là, je prends mes précautions par rapport à quelqu'un des services. D'accord. Voilà, c'est tout. Je veux dire, bon, je ne dis pas que ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. Je ne dis pas cela. Je ne dis pas cela. Venant de quelqu'un des services, il faut se méfier. Je prends mes précautions. Et ce que je veux dire, c'est que la presse, les partis, ont aussi, je le dis comme je le pense, trahi les événements de 88. Parce qu'avec eux, ils ont fermé la porte de la démocratie. La porte de la démocratie. Venir nous dire... Mais les réformes de 89 et toutes les ouvertures ont été des réformes et des ouvertures très contrôlées. Mais tout cela... Par exemple, la presse, qui on a libéré comme presse?
On a pris des anciens journalistes, Oui, mais on d'accord, les a mais dotés, on leur a ouvert et on leur a dit voilà comment vous à allez la travailler. limite, pas seulement, non. Je ne crois pas que. Je schématise un peu, Oui, ouais, je ne mais- crois pas que Hamrouche avait Je crois que Hamrouche avait de bonnes intentions. Je le. Vraiment. Hamrouche ne décidait pas vraiment. Non, non, il avait un moment avec Chaplin, non, ils ont C'était un essayé de faire des technocrate. choses. Oui. Il avait une feuille de route. Oui, non, peut-être, mais on ne peut pas ne pas avoir dans ces cas-là une feuille de route. Sinon, c'est l'anarchie totale. Il faut canaliser les choses. Cela, il faut comprendre, parce que moi, je n'aspire pas au pouvoir. J'espère que si, qu'ils veulent aller au pouvoir, d'ailleurs, ils sont dans des partis politiques pour prendre le pouvoir, pour participer tout au moins au pouvoir. Mais ils savent très bien que si demain, ce que je ne sais pas si je dois vous le souhaiter, mais ils vont être obligés de canaliser par la loi ou par d'autres moyens pour canaliser les choses. Le problème, si ce pouvoir-là est démocratique, hein, il le fait par. Or, notre pouvoir n'est pas démocratique. Mais je crois que Hamrouche, moi je n'ai jamais été proche de Hamrouche, mais bon, mais il a fait des choses pour essayer d'amener quelque chose. Ce n'était que le début pour aller vers des institutions démocratiques. Et on avait besoin, et la presse. Il a fait le découpage administratif Oui, mais qui était censé ne pas donner la victoire au fils. Mais je suis d'accord, Entre autres. ça, je le lui reproche. oui. Mais cela, on le fait partout dans le monde, y compris dans les pays C'est vrai. plus démocratiques. C'est vrai. Bon, c'est de bonne guerre, si j'allais dire. Bedis Renessa. Écoutez, sur la question de la presse, moi j'estime qu'aujourd'hui, effectivement, le sujet et l'absence de couverture de ce sujet qui est un sujet tragique quand même, qui a marqué l'histoire à l'encre indélébile, au sang indélébile, j'ai envie de vous dire, de l'histoire algérienne, et qui ne peut pas aujourd'hui passer à la trappe. Mais ça s'explique. Vous avez un régime déjà qui a considéré ce sujet comme un sujet tabou, à une exception près. C'est-à-dire, c'est un régime qui, lui seul, pourrait s'accaparer de ce sujet. On a vu récemment l'instrumentalisation avec les images et les reportages qu'on n'a même pas vus en période de décennie noire et qu'il a ressorti des archives pour sortir un peu le spectre de la peur et de la crainte et du fléau de la déstabilisation. Donc c'est quelqu'un qui, lui seul, pourrait s'accaparer et utiliser ce sujet. Maintenant, oui, effectivement, il ne faut pas se leurrer, on est dans un régime autoritariste où le maître mot est bien évidemment la censure. Donc oui, il a des moyens de pression, il a des leviers de pression, notamment faire cesser les revenus publicitaires. Vous savez, c'est un jeu d'enfant pour lui. On a vu l'illustration. Oui, moi, ce qui m'a étonné, c'est que c'était quasiment général. Pas un seul journal qui en a, ne serait-ce qu'un entrefilé, ne serait-ce qu'une ligne, Et ça nous renvoie sur un autre aspect également que peut-être il serait bien de souligner, c'est qu'aujourd'hui, à travers tous les sujets qu'on a abordés précédemment, je pense qu'il est dans une dynamique d'apaisement ou de pseudo-apaisement. Donc il n'a pas besoin aujourd'hui de tolérer un dépassement, quel qu'il soit, et notamment des médias un peu réfractaires, un peu électrons libres, de couvrir ce sujet sous prétexte qu'il pourrait à ce moment-là envenimer davantage et pourrait peut-être détourner finalement le sujet. Mais moi j'aimerais revenir sur effectivement cet état de musellement de la presse, parce que moi je ne rejette pas le pavé dans la mare non plus et je ne rejette pas la responsabilité à la presse. La presse, elle fait avec les moyens qu'elle a. La presse fait avec les moyens du bord. Attention, rappelons-le que la presse a été aussi une des victimes majeures de cette décennie noire. Beaucoup de journalistes de haut vol. Pas la presse, les journalistes. Les journalistes, oui, quand je dis la presse dans sa globalité, oui, effectivement, voilà. après il y a des certains noms. journalistes et leurs collaborateurs, plus d'une centaine de journalistes et de leurs collaborateurs qui ont été assassinés. Assassinés par des terroristes islamistes et assassinés par des services du DRS qui agissaient sous masque, sous bannière cachée, qui ont fait passer ça faisait partie du terrorisme pédagogique. Alors, un dernier tour de table. Oui. Je termine juste rapidement sur l'idée en fait, que j'avais. Donc effectivement, par contre, pour revenir sur les événements de 92 rapidement, au-delà de la couverture de la presse, je pense qu'il est aussi judicieux de souligner ce sujet. Moi, je pense que ce que je considère de 88 à 92, l'âge d'or de l'expérience démocratique algérienne. Qu'on se le dise. C'est initié d'ailleurs par le défunt Chadli Benjedid. Ça mérite d'être dit, ça mérite d'être mis en exergue. Certes, courte soit-elle, mais au moins elle a existé. Certes, peut-être mornée
mais au moins elle a eu le mérite d'exister. Et puis peut-être ça a insufflé une certaine dynamique ou un certain catalyseur vers une réflexion de la société civile, ce que c'est la démocratie. D'ailleurs, même le régime aujourd'hui... Un chef de l'Ébéniste qui a préféré démissionner Absolument. plutôt que de marcher dans la combine des généraux, même s'il a été démissionné, hein, soit dit en passant. Parce qu'il a reconnu, si Jamel, qu'il a reconnu qu'effectivement cette expérience, ou cette tentative d'expérience de démocratisation de la société algérienne et de l'État algérien a eu pour conséquence des méfaits néfastes, si vous voulez, contraires à ce qu'ils attendaient. Oui. Aujourd'hui, par exemple, on a un cadre réglementaire qui régit le pluralisme et le multipartisme, qui est né justement de la réflexion des conséquences de cette tentative de démocratisation. Parce qu'ils ont tiré des enseignements de cette expérience-là. Mais moi, ce que je regrette aujourd'hui... Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils ont tiré des... Ça veut dire, vous voulez dire que nous avons un vrai multipartisme aujourd'hui? Ben non, mais justement, c'est là où je veux en venir. C'est qu'ils ont régi un cadre juridique pour pouvoir museler, pour pouvoir s'accaparer même l'exercice de l'opposition. Aujourd'hui, on le vit. On le vit tous. Je pense qu'à travers nos partis respectifs et à travers même ne serait-ce qu'un citoyen lambda, on voit bien qu'à travers le muselage de la liberté d'expression, de l'exercice de l'opposition au sens large, donc vous ne pouvez pas aujourd'hui louer une salle sous prétexte qu'on va vous trouver au fait des points des poux dans la tête et essayer de trouver des prétextes juridiques. Donc je pense que oui, cette expérience a eu pour conséquence, bien au contraire, la mutation. Parce qu'elle nous a expliqué que finalement l'expérience démocratique est complexe et complexifiée quand on passe d'un régime autoritariste, d'un parti unique, vers un éventuel pluralisme, multipartisme que voulait Chadli Benjid, mais malheureusement qui n'a pas vu se concrétiser. Monsieur Ruiz, c'est un dernier tour de table sur le même sujet. Zoher Ruiz. Monsieur Ruiz, c'est quelqu'un d'autre. Pardon. Non, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la presse, moi je ne parlerai pas... Un ancien ministre. Un ancien ministre. Oui, absolument. Oui, mais ces derniers temps, je passe mon temps à faire de ce genre de bévue. Ce qui a fait dire à un de mes amis médecins, va consulter. Je dois être Alzheimer un peu. Je me garderai de vous faire ce conseil-là. Je suis à distance. Par rapport à la presse, moi, et là aussi, moi, je ne parlerai pas de division. Je suis désolé, je ne peux pas tout mettre dans le même sac. Et ça a été dit, la presse a payé aussi assez lourdement, vous l'avez rappelé, ce qui s'est passé dans ces années très difficiles de terrorisme. Donc je ne me hasarderai pas à... Il a fait une rectification, pas seulement du terrorisme, il a dit. Oui. L'État en est... Je ne parlais pas de Jamel Din, j'avais bien compris. Non, je l'ai bien compris, mais j'ajoute quelque chose. Pas seulement du terrorisme, du terrorisme de l'État aussi. En tout cas, je pense que ceux qui sont morts, ils sont morts et aujourd'hui... voilà, c'est ça que nous avons, c'est 200 000 morts au moins, 200 000 morts au moins et des milliers de disparus, parce que ça, c'est encore d'actualité. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de recul suffisant. Nous n'avons pas fini avec ce qui s'est passé pendant cette tragédie, comme on l'appelle pudiquement. Hein. Donc c'est encore frais, c'est encore vivant chez les Algériens. Donc, et la presse, quand bien même vous avez rappelé les conditions de création des journaux, etc., moi je note le même mutisme, y compris chez des journalistes jeunes qui sont nés bien après et qui ont aussi créé des organes bien après. C'est pour ça que je ne les mets pas tous dans le même sac. Vous avez bien raison. Et ce que je voulais dire, c'est que tant qu'on n'aura pas un regard serein sur l'ensemble des événements qui ont conduit à cette situation, on ne pourra pas juste discuter en 5 minutes, 10 minutes sur ce qu'on appelle le coup d'État et les conséquences de ce coup d'État. Ce coup d'État, comme vous le dites si bien, est arrivé suite à un certain nombre d'événements qui se sont passés en Algérie. Il n'est pas arrivé subitement. Et donc tous ces éléments-là ont finalement contribué à arriver ça. Et je considère que ce coup d'État est finalement l'échec de tous ceux qui ont eu à cœur cette tentative démocratique. Parce que les partis politiques n'avaient pas réussi finalement à s'entendre entre eux face à ce régime, les démocrates face à ce régime, on n'a pas réussi à le faire. L'expérience démocratique a échoué parce que nous n'avons pas réussi à nous hisser à ce niveau-là, mais on ne nous a pas non plus mis dans les conditions de réussir. Je ne dis pas que ça a échoué parce qu'on n'a pas été dans l'incapacité d'eux. C'est que finalement, il y a eu un événement, c'est un peu comme Yener, c'est-à-dire qu'on décrète la démocratisation du pays du jour au lendemain,
Et puis on a décrété le multipartisme pour des associations à caractère politique. Et ensuite, on a décidé qu'il fallait faire des élections communales, législatives, etc. Donc on n'était probablement pas dans des conditions idéales pour arriver à une situation de sérénité entre nous pour avoir un état de droit et une démocratisation. Alors, malheureusement, il ne reste plus de temps, donc vous aurez un peu moins d'une minute chacun, ou 30 secondes, si vous pouvez. Je suis vraiment désolé, je sais, Bon, mais je vais commencer et clore en même temps. voilà. Ce que l'on la magnanimité, bien sûr que je me prosterne devant la mémoire de ceux qui sont morts. Et dans la presse, qui étaient des collègues, faisaient partie de la même corporation, bien sûr que je me prosterne devant leur mémoire, c'est clair, pas le problème. Nous ne remettons pas en cause des journalistes, nous remettons en cause, et je remets en cause, un quatrième pouvoir. Et on demande au peuple de bouger, de se sacrifier, d'aller face à des baïonnettes, face à des canons. Mais la presse, on lui fait passer tout pour quelques centimes. D'autant que cette presse, je suis désolé, il faut le dire, ne défend pas toujours les revendications du peuple. Et souvent, elle a défendu les institutions. Alors, Badis Khnissa, très très vite, s'il vous plaît. Très vite, On a dépassé le rapidement, temps. en conclusion, sur la globalité des sujets qu'on a abordés aujourd'hui, je pense que les priorités sont ailleurs, M. Benchenouf. Aujourd'hui, les priorités sont le quotidien du peuple algérien, nos concitoyens et concitoyennes qui souffrent aujourd'hui plus que jamais à travers une crise sociale sans précédent. Il y a une crise économique et politique et une impasse qui plus est. Aujourd'hui, le peuple algérien, on a assez de ces illustrations, de ces expérimentations stériles, voire même débiles, ce déni, cet illusionnisme du régime qui met en place. Donc il a besoin de concret, M. Benchenouf. Aujourd'hui, je pense qu'il faut comprendre que le salut de la nation, le salut de l'Algérie viendra du peuple algérien, de la société civile, de toutes ses composantes, dans un dialogue, bien sûr, consensuel et dans un dialogue serein. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, mes chers amis. Zoher Rouis, Brahim Younsi, Badis Khnissa. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Ne partez pas, on va encore vous passer l'annonce du changement de fréquence. Qawala khair, slama. Nous informons l'ensemble de nos téléspectateurs du changement de fréquence pour la chaîne El Magharibiya, distribuée sur Nelsat à compter de janvier. Les fréquences anciennes restent encore en vigueur jusqu'à la moitié du mois de janvier 2018. Nouvelle fréquence H 11258, 6 sur 5, 27 500.